Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un des poids les plus importants, si ce n'est pas le poids le plus important de toute l'histoire du mining. Je veux bien entendu parler de Ethereum et de sa version 2.0 et de la fin du minage qui risque d'en résulter. C'est parti! Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique ce qu'est actuellement Ethereum et ce que sera Ether 2.0. Ethereum est actuellement la deuxième plus grosse blockchain en place sur le marché. Celle-ci repose sur un fonctionnement Proof of Work, c'est-à-dire preuve de travail. En effet, les mineurs vont posséder différentes machines, que ce soit des GPU ou des ASIC, qui vont effectuer tout un tas de calculs très compliqués, et ceux qui parviennent à résoudre l'énigme mathématique vont pouvoir ajouter un bloc à la blockchain et également valider les transactions. En réalisant cette opération, les mineurs vont être récompensés pour leur travail. En effet, ils vont avoir d'une part la récompense de bloc qui est fixe entre deux halvings, et d'autre part, ils vont récupérer une part des frais de transaction que vous avez dû notamment payer si vous avez voulu envoyer par exemple des Ethers d'un wallet A vers un wallet B. Actuellement, les frais de transaction sur la blockchain Ethereum sont plutôt bas, on est aux alentours d'une dizaine de dollars, ce qui est honnêtement plutôt élevé pour une crypto-monnaie, mais reste relativement faible quand on sait que par exemple, lorsque la blockchain Ethereum est fortement sollicitée et qu'elle est même saturée, les frais de transaction peuvent totalement s'envoler et atteindre des centaines de dollars, ce qui est plutôt embêtant pour une interface client et une utilisation client lambda. Car oui, qui va payer 100 dollars de frais de transaction pour effectuer une transaction qui en coûte 50? C'est extrêmement frustrant et embêtant, notamment pour les personnes qui ont plutôt des petits capitaux, et ça montre vraiment les limites d'utilisation de cette blockchain, car à l'heure actuelle, hormis à part avec un très gros portefeuille, payer les frais de transaction quand la blockchain est notamment saturée, ça peut être un réel problème et un réel frein à son développement. C'est notamment pour cela qu'il y a quelques mois, on a eu la mise en place de l'EIP 1559. Le but de cette EIP était notamment de brûler une part des frais de transaction pour que ceux-ci ne reviennent pas aux mains des mineurs. À la base, le but de cette EIP, c'était vraiment de faire baisser les frais de transaction, sauf que malheureusement, on s'est rendu compte que oui, les frais avaient un petit peu baissé, mais ils restent de toute façon relativement élevés, voire même trop élevés pour une utilisation de la blockchain au quotidien, ce qui, encore une fois, est un frein au développement de celle-ci. Et cela, c'est sans parler des smart contracts qui font partie de la fierté et des développements d'Ethereum, qui coûtent généralement entre 100 voire 200 dollars pour les activer et les faire fonctionner, ce qui est absolument pas possible pour une blockchain dont justement le but, c'est de proposer des smart contracts, donc des contrats intelligents, à petit prix. Il a donc été décidé, il y a maintenant plusieurs années, de faire passer un jour l'Ethereum de sa version Proof of Work, à savoir preuve de travail, vers une version Proof of Stake, à savoir le staking. Et c'est justement cela que l'on va appeler l'Ether 2.0. C'est tout simplement le passage d'un mode de fonctionnement Proof of Work vers un passage de fonctionnement Proof of Stake. Logiquement, le passage en staking devrait résoudre pas mal de problèmes, notamment l'engorgement de la blockchain qui peut arriver lorsque celle-ci est fortement sollicitée, mais surtout diminuer drastiquement les frais de transaction qui restent toujours le plus gros frein à l'heure actuelle à l'utilisation de la blockchain Ethereum. Et c'est donc tout cela qu'on appelle Ether 2.0, c'est cette transition vers le passage en staking. Mais également un autre but, c'est de rendre l'utilisation de la blockchain beaucoup plus vert. En effet, le staking consomme beaucoup moins d'énergie que le minage traditionnel, car vous allez devoir uniquement faire tourner un nœud pour valider les transactions, là où un mineur classique doit utiliser des machines, donc des rigs ou des ASIC, qui eux vont consommer énormément d'électricité. Avec Ether 2.0, le but c'est de créer un nœud qui sera constitué de 32 Ethers pour pouvoir justement participer au réseau et monter ce nœud. Et toute transaction qui va transiter via votre nœud, eh bien vous pourrez prélever une part des frais de transaction lors de l'envoi, qui seront normalement beaucoup plus faibles. Donc on s'attend à avoir beaucoup plus de transactions sur le réseau qui viendront notamment compenser cela, et qui permettra justement aux personnes qui vont bloquer ces 32 Ethers pour monter un nœud de rester rentables et d'être intéressants pour elles. Cependant, attention que le côté vert n'est pas si vert que ça. En effet, pour héberger un nœud, vous allez devoir avoir besoin d'une machine relativement puissante, pas du tout au même niveau qu'un ASIC ou un rig, mais quand même quelque chose qui va vous consommer de l'électricité. Généralement, ce nœud sera hébergé dans un data center parce qu'il va falloir avoir une machine vraiment très puissante, très efficace, que l'on peut retrouver très facilement dans un data center. Donc il n'y aura pas la possibilité d'héberger typiquement un nœud sur un Raspberry Pi chez vous, bien entendu. Donc on va se retrouver de toute façon avec quelque chose qui se veut moins énergivore. Mais attention, ce ne sera pas 100% green comme certains aimeraient le faire entendre. Et surtout, quand est-ce que ça devrait avoir lieu?
Alors, je vous cache pas que depuis que je me suis lancé dans le minage de crypto-monnaies, à savoir en 2016, on en parle chaque année. En 2016, ça devait avoir lieu en 2017, en 2017, c'était 2018, 2018, 2019, etc., etc. Sauf qu'effectivement, depuis une grosse année, on en entend de plus en plus parler. Là où avant, c'était des rumeurs et des souhaits de la part des développeurs, ici maintenant, on a concrètement des équipes qui bossent à temps plein pour justement développer cette transition du passage Proof of Work vers Proof of Stake. Alors, la première date annoncée, c'était octobre 2021, sauf que vous avez pu le constater, on est actuellement en novembre et il n'y a toujours rien. Théoriquement, on aurait dû avoir courant du mois de décembre ce que l'on va appeler la bombe de difficulté, qui est également un EIP, mais donc pas le 1559 comme on a pu le connaître, mais c'était un EIP qui visait à gonfler artificiellement la difficulté de minage, de sorte à réduire énormément la quantité de mineurs sur le réseau, puisque de toute façon, si la difficulté de minage était énorme, vous n'auriez plus pu miner de l'Ether avec une petite configuration, tant ça allait être difficile pour vous d'être rentable sur ce type de configuration. Cette bombe de difficulté devait donc être mise en place décembre 2021, sauf qu'elle a été annoncée comme reportée à juin 2022. Cela veut donc dire que pour les mineurs, il y a encore au moins 6 mois de répit. Et cependant, attention, ça ne veut pas dire également qu'au mois de juin, elle va forcément avoir lieu. Ici, elle devait avoir lieu en décembre, ça a été reporté en juin. Peut-être qu'en juin, elle sera de nouveau reportée. Maintenant, elle aura peut-être lieu également, mais de toute façon, il faudra bien attendre et voir si justement toutes les choses se mettent en place pour que cette bombe de difficulté puisse ou non avoir lieu à cette période-là. Et donc, lorsque l'Ether 2.0 sera totalement lancé, il ne sera donc plus possible de miner. Alors là, malheureusement, encore une fois, c'est un oui et un non. Effectivement, si l'Ether passe complètement en staking, il ne sera plus possible d'en miner, puisque forcément les transactions et les blocs, seront ajoutés à la blockchain via notamment les fameux nœuds de 32 Ethers. Mais cependant, rien n'indique qu'on va passer totalement vers un système Proof of Work, vers totalement Proof of Stake. En effet, il y a de plus en plus de rumeurs selon lesquelles, tout simplement, on aurait peut-être un système hybride encore pendant quelques années, avec d'une part du Proof of Work et d'une autre part du Proof of Stake, afin d'avoir une transition beaucoup plus en douceur, ce qui serait pas impossible pour ce type de crypto-monnaie et ce type de changement. Car oui, la combinaison des deux techniques fonctionne déjà très bien sur de nombreux projets, et je ne serais pas étonné, honnêtement, de voir justement cette transition également se faire peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant 1 an, avant d'avoir une transition complète vers le staking, puisque de toute façon, cela reste la volonté des développeurs, ils veulent vraiment abandonner le Proof of Work. Donc je ne pense pas que cette combinaison des deux, en tout cas si elle existe, dure pendant 10 ans, mais ça pourrait arriver pendant plusieurs mois, le temps vraiment que la transition se fasse en douceur, et alors on aurait encore de nouveau entre 6 mois et 1 an de répit, en tout cas pour les mineurs Ethereum, puisque on aurait cette combinaison des deux. Mais pour cette partie de la vidéo, on va vraiment considérer que l'Ether passe vraiment de Proof of Work à Proof of Stake en une seule fois. Et donc, qui vont être les personnes impactées? Eh bien, tout simplement, l'intégralité des mineurs qui minent actuellement sur Ethereum. En effet, si vous êtes un simple utilisateur de la blockchain pour faire de l'envoi d'Ether, pour simplement le stocker, pour voir si celui-ci va prendre de la valeur, si vous l'utilisez en tant que smart contract, vous ne serez pas du tout impacté. Ce sera uniquement les personnes qui ont investi dans des machines de minage qui seront impactées, aussi bien le minage ASIC, puisqu'il y a des ASIC sur le réseau Ethereum, mais également forcément le minage GPU. Et c'est justement ce que je vous propose de voir dans cette seconde partie de la vidéo. Et donc concrètement, que va-t-il se passer lorsque Ether 2.0 total, donc staking, sera mis en place? Comme je vous le disais dans la première partie, il ne sera plus possible de miner. Et à partir de là, moi je vois plusieurs choses qui pourraient se passer. Premièrement, pour en avoir déjà discuté avec pas mal de mineurs, il y en a qui vont tout simplement arrêter le mining. En effet, il y a des personnes qui ont investi dans le minage justement parce qu'ils avaient confiance dans l'Ether et qu'ils étaient intéressés par cette crypto-monnaie-là, et ces personnes m'ont déjà indiqué ne pas vouloir justement passer sur d'autres crypto-monnaies, prendre des risques, etc. etc. Et donc, il va tout simplement y avoir une partie de la communauté des mineurs qui vont tout simplement stopper leurs machines, les revendre pour ceux qui peuvent les revendre, et ça s'arrêtera là. Donc on va déjà avoir une part de la base de l'ensemble des mineurs sur Ethereum qui va tout simplement stopper ses activités. Pour ce qui est des mineurs qui vont continuer, on va les séparer en deux grandes catégories, les mineurs ASIC d'un côté et les mineurs GPU de l'autre. En ce qui concerne les mineurs ASIC, ceux-ci n'ont pas énormément de choix. En effet, ils ont acheté une machine qui a été spécialement conçue dans un seul but, miner un algorithme bien précis qui est l'Etherhash de l'Ether. Derrière l'Etherhash se cachent effectivement d'autres crypto-monnaies comme Ethereum classique, Ubiq, Pearl, etc. Mais il n'y en a pas non plus 50 000. Donc ça veut dire que pour les mineurs ASIC, ceux-ci vont devoir se tourner vers quelques crypto-monnaies. Honnêtement, j'en vois 3 ou 4 qui peuvent être intéressantes pour eux.
Et à partir de là, eux, soit encore une fois, ils arrêtent, ils revendent leur machine, ou alors ils se tournent vers ces 3-4 crypto-monnaies différentes, mais ils n'auront pas la possibilité de migrer sur autre chose. C'est un petit peu ce qui fait la force et le défaut de l'ASIC. D'un côté, vous avez une très grosse puissance de minage qui est incomparable avec aucun GPU, mais de l'autre, vous êtes plutôt limité en termes d'algorithme sur lequel vous pouvez aller. Et en ce qui concerne les mineurs GPU, désolé, mais je vois encore deux possibilités. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de sous-catégories, mais effectivement, il y a énormément de choix possibles et de possibilités pour ces personnes. Alors pour les GPU, je vais voir tout simplement les personnes qui ont des GPU soit d'ancienne génération, soit peu dotés en VRAM, ce qui est généralement le cas parce que les cartes d'ancienne génération étaient peu dotées en quantité de VRAM. Et la VRAM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement la quantité de RAM qui est embarquée directement par votre carte graphique. En effet, ces personnes-là, elles ne vont pas pouvoir aller sur n'importe quel algorithme parce qu'on remarque que de nos jours, il y a des algorithmes qui sont plutôt friands de grosses quantités de VRAM. Et donc ces personnes avec des cartes plutôt anciennes ou alors avec peu de VRAM, elles vont devoir se tourner vers des algorithmes justement conçus où il y a peu de quantité de VRAM nécessaire, comme par exemple Ethereum classique, encore une fois, le Ravencoin, le Callisto ou que sais-je. Bref, ces personnes-là vont devoir vraiment se concentrer sur certains algorithmes. Il y en a quand même un peu plus que les ASIC, mais cependant, il n'y aura pas non plus 150 000 possibilités. Donc on va se retrouver encore ici une fois avec soit des mineurs qui vont tout simplement arrêter de miner, ou alors des mineurs qui vont justement miner ces autres crypto-monnaies qui peuvent être également très intéressantes vis-à-vis de ce genre de cartes. Par contre, pour les mineurs qui ont des cartes de nouvelle génération et qui sont bien dotées en VRAM, alors pour elles, en fait, elles ont tout simplement le plus grand choix possible. Elles vont pouvoir se diriger vraiment vers différents types d'algorithmes, soit des algorithmes plutôt gourmands en ressources, ou alors au contraire plutôt peu gourmands en ressources, mais elles vont vraiment avoir un très grand nombre de possibilités qui s'offrent à eux. Et encore une fois, un mineur AMD ne va pas spécialement miner la même chose qu'un mineur Nvidia. Et donc, de mon côté, quand je vois toutes les possibilités qui s'offrent à ces personnes, eh bien, je ne serais pas étonné de voir justement cette base constituée d'énormément de mineurs qui, pour le moment, est sur Ethereum, se dispatcher et se retrouver sur plusieurs autres projets, tout simplement, non pas parce qu'ils vont tous vouloir aller sur le plus rentable, mais tout simplement parce que à ce moment-là, le plus rentable, ce ne sera pas forcément le même pour la personne qui a une carte graphique avec 3 Go de VRAM que pour celui qui a le dernier modèle avec plus de 24 Go et une très grosse puissance de minage là-dessus. Donc vraiment, pour moi, on va avoir une répartition des mineurs sur les différents algorithmes et également, d'une part, tout simplement le retrait des ASIC, parce que forcément les ASIC qui minaient de l'Ether ne vont pas pouvoir aller sur ces autres algorithmes-là, et tout simplement aussi des mineurs qui, comme je vous l'ai indiqué, vont arrêter. Donc pour moi, c'est là-dessus que je veux très souvent revenir. Il y a énormément de personnes qui me disent « Oui, mais le jour où Ether sera plus minable, toutes ces personnes vont forcément aller sur une même crypto-monnaie, tous la miner en même temps, et ça va effondrer la rentabilité et ce sera plus du tout rentable de miner. » Pour moi, justement, ça va être tout le contraire parce que ces personnes vont justement se répartir de façon plutôt équitable sur les différents algorithmes en fonction justement de leur matos et de la rentabilité du minage. Et donc, une fois Ethereum 2.0 totalement mis en place, est-ce qu'il sera toujours rentable de miner des crypto-monnaies? Alors, je vais être honnête, pour moi, je pense clairement que oui. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs maintenant la rentabilité des autres crypto-monnaies autres que Ether. Donc, on voit qu'il y a déjà de très bonnes alternatives avec des projets qui sont tout aussi rentables, voire même dans certains cas, plus rentables que l'Ether. Effectivement, à l'heure actuelle, c'est peut-être un peu plus risqué d'en miner puisqu'ils n'ont pas l'aura et la capitalisation de l'Ethereum. Cependant, ça reste des projets qui restent également très intéressants, notamment pour les mineurs, car encore une fois, comme je l'indique, toujours, vous n'êtes absolument pas obligé de conserver la crypto-monnaie que vous allez miner. Vous êtes par exemple en train de miner du Ravencoin, si vous voulez absolument avoir de l'Ether, rien ne vous empêche de vendre votre Ravencoin et d'acheter directement avec de l'Ether. De cette façon, vous limitez d'une certaine façon le risque, notamment sur la volatilité de ces crypto-monnaies qui peut être plus ou moins important en fonction de où se situe le projet dans le classement de CoinMarketCap notamment. Et d'ailleurs, en parlant de rentabilité du minage, on voit qu'il y a même des projets qui tirent leur épingle du jeu justement en cherchant à attirer les mineurs un petit peu déçus de ce que Ether va faire. En effet, il y a des projets, par exemple, pour ne citer que lui, il y a Flux qui va proposer son fameux Merge Mining qui vient doubler la rentabilité de votre minage. Donc c'est une façon justement de montrer leur amour pour les mineurs. Ou alors un projet comme le Ravencoin qui a justement, il n'y a pas si longtemps que ça, changé d'algorithme de minage pour rester ASIC résistant. Et ici, c'était pour montrer son amour aux mineurs GPU. Et d'une certaine façon, ils se sont débarrassés des mineurs ASIC. Mais sur le Ravencoin, il n'y avait pas tant d'ASIC que ça. Mais bref, c'était une façon pour eux de montrer leur attrait à ces mineurs et montrer justement, oui, ok, peut-être que Ethereum ne veut plus de vous,
Mais vous devez savoir qu'il existe d'autres projets qui sont très intéressés de vous accueillir sur le blockchain pour venir participer au bon développement du réseau, à sa sécurisation, etc. etc. Mais maintenant, imaginons qu'on ait vraiment un projet qui sorte du lot et qui viendrait d'une certaine façon remplacer la rentabilité du minage Ether. Si on avait une crypto-monnaie comme ça, on pourrait se dire, bah tiens, tous les mineurs vont se jeter dessus, la difficulté de minage va augmenter considérablement, et donc bah, la rentabilité va en prendre un coup. Et honnêtement, c'est fortement possible, notamment si le prix du coin ne suit pas. Mais je vais vous expliquer une petite théorie, et vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Alors la théorie suivante, elle est relativement peu connue et elle peut paraître à première vue complètement folle, mais vous allez voir qu'en y regardant de plus près, c'est pas si dingue que ça. Alors on est d'accord qu'à l'heure actuelle, on va partir du principe que l'Ether est aux alentours des 4000 $, ce prix est la résultante de l'offre et de la demande. Et à ce tarif-là, les fermes de minage, alors ici on va vraiment se concentrer sur les fermes de mining, l'Ether est plutôt rentable pour elles et c'est plutôt intéressant d'en miner justement pour elles pour emmagasiner une grande quantité d'argent. Eh bien, si je vous disais que d'une certaine façon, ces fameux 4000 $, le prix de l'Ether, il était la résultante d'une manipulation du prix par les fermes de minage. Alors attention, quand je parle de fermes de minage, ici je ne parle pas d'un gars qui aurait 2-3 ASIC dans son coin. Je vous parle des plus grosses fermes de minage au monde, probablement mises en commun de sorte de faire une sorte de consortium où celles-ci ont la capacité de manipuler le prix d'une façon ou d'une autre. Alors vous allez me dire, ça semble totalement dingue et pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Eh bien, tout simplement parce que les mineurs d'Ether, les grosses fermes de minage, elles sont à la base de l'économie de l'Ether. C'est-à-dire que ce que je veux vous expliquer par là, c'est que eux sont responsables de l'offre. En effet, ce sont eux qui vont miner les blocs, ce sont eux qui vont mettre des Ethers à disposition, et s'ils décident de les revendre, ce sont eux qui vont les rendre justement accessibles sur le marché. C'est-à-dire que tant que les mineurs et les grosses fermes de minage ne revendent pas leurs Ethers, eh bien ces Ethers sont stockés chez eux, et vous n'avez pas la possibilité de l'acheter directement. Et donc, il pourrait, d'une certaine façon, en jouant sur l'offre, notamment par exemple en ne revendant que très peu d'Ether, il pourrait raréfier la quantité d'Ether disponible et donc mécaniquement faire augmenter leur prix. Ou au contraire, noyer complètement le marché sous des milliers et des milliers, voire même des millions d'Ether, pour faire baisser son prix drastiquement, de sorte de peut-être dégoûter ou tout simplement d'éliminer la concurrence, puisqu'en effet, si le prix de l'Ether chute très fortement, eh bien les plus petites fermes de minage ou tout simplement les personnes qui ont un tarif électrique plutôt élevé ne pourront plus concurrencer justement ces fermes qui ont un tarif électrique préférentiel. Et donc, quand on y réfléchit bien, oui, ça peut paraître très gros, ça peut paraître invraisemblable à l'échelle de la planète, mais il ne faut pas oublier non plus que les plus grosses fermes de minage à l'échelle de la planète, ça représente des millions, voire même, je pense, réellement des milliards d'euros investis. Et ces personnes, elles ne peuvent pas, sur un coup de dé ou sur un coup de poker, se dire « tiens, on est rentable et demain, on l'est plus ». Et donc, je pense, d'une certaine façon, que ces fermes de minage ont la possibilité de tirer le prix d'une crypto-monnaie vers le haut ou au contraire vers le bas, notamment pour rendre cette crypto-monnaie rentable pour leurs installations. Alors, effectivement, si on part de ce postulat-là, on pourrait se dire qu'effectivement, le jour où l'Ether ne sera plus possible d'être miné, ces fermes de minage vont peut-être se diriger vers une crypto-monnaie en particulier, j'en sais rien, on va dire la crypto-monnaie X, et que grâce à leurs énormes fonds, qu'ils soient en euros, en dollars ou que sais-je, ils vont pouvoir d'une certaine façon faire grimper de manière artificielle le prix, le maintenir relativement haut en jouant de nouveau sur l'offre et la demande, tout simplement en réduisant la quantité de coins disponibles. Et donc, ils peuvent maintenir à des tarifs plutôt élevés le prix d'une crypto-monnaie. Et honnêtement, je ne serais pas surpris de voir dans quelques années, le jour où Ether ne sera justement plus possible d'être miné, une autre crypto-monnaie, une crypto-monnaie X, avoir un prix de nouveau qui va exploser et devenir délirant, ou tout simplement un tarif qui le permettrait d'être rentable pour ces fameuses plus grosses fermes de minage. Et donc, on pourrait avoir une sorte d'Ether bis, ce ne serait pas de l'Ether, ce serait une autre crypto-monnaie, mais également une crypto-monnaie qui pourrait être extrêmement rentable. Et si on part de ce postulat-là, eh bien, ça me fait vraiment dire qu'il sera toujours intéressant et toujours rentable de miner de la crypto-monnaie, notamment si on s'intéresse à ces cryptos qui pourraient, à l'avenir, intéresser les plus grosses fermes de minage. Alors, je vous laisse bien entendu digérer ce type d'informations. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui n'étaient pas au courant de cette possibilité de manipulation. D'un certain côté, je fais peut-être totalement fausse route, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que c'est plausible ou alors pas du tout, et votre avis sur la question. Honnêtement, moi, plus je traîne dans l'univers des crypto-monnaies,
plus je pense qu'il y a quand même des sortes de manipulations, des choses qui se font à une échelle bien supérieure à ce que nous, on peut faire. Hein, même, je veux dire, une personne qui aurait même 10 millions ne pourrait absolument pas faire ce genre de mouvement. Mais je pense vraiment que le prix de l'Ether, en partie peut-être pas totalement, mais en grande partie, est un prix qui est obtenu justement par ces fermes de minage qui ouvrent ou ferment les vannes justement de la quantité d'Ether disponible. Et je pense que cette manipulation, elle pourrait avoir lieu sur d'autres crypto-monnaies. Et donc, je ne serais pas étonné de voir ça dans quelques années sur une autre crypto, justement, qui viendrait peut-être tirer son épingle du jeu, justement en montrant d'une certaine façon son attrait ou son intérêt pour les mineurs. Et donc en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien tout simplement que pour moi, le minage est toujours rentable, il est clairement rentable, et il est même toujours intéressant de se lancer même à l'heure actuelle dans le mining, tant le passage d'Ether 2.0 est loin dans le temps, on ne sait pas quand il aura lieu, donc il y a de fortes chances que vous ayez même déjà rentabilisé votre matériel, même si vous minez de l'Ether. Et surtout, eh bien, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, on voit de plus en plus d'alternatives sortir du bois et se montrer de plus en plus intéressantes. Et donc, eh bien, si même vous ne pouvez pas rentabiliser votre matos avec du minage Ether, eh bien, il y aura toujours la possibilité de se tourner vers d'autres crypto-monnaies pour le rentabiliser. Donc pour moi, clairement, le minage est rentable, reste rentable et restera probablement encore pendant de très nombreuses années, il restera encore rentable. Et également, je ne serais pas surpris de voir dans plusieurs années la combinaison justement de Proof of Work et Proof of Stake sur des projets, car de cette façon, on combine le meilleur des deux mondes, on a donc les avantages de l'un et les avantages de l'autre, et je remarque justement qu'on a de plus en plus de nouvelles crypto-monnaies qui se tournent vers ce type de fonctionnement, parce qu'en effet, justement, pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre alors que les deux ensemble fonctionnent très bien, et je ne serais pas étonné de voir justement de nouvelles cryptos, peut-être justement très rentables en minage, mais également très rentables en staking, faire leur apparition dans les années à venir. Et rien n'indique non plus que des projets déjà existants ne se tourneront pas vers ce type de fonctionnement, avec d'une part du minage et du proof of work, du proof of stake, pardon, alors que peut-être que pour le moment elles sont full proof of work ou full proof of stake. On a déjà vu justement ce genre de choses, avec ici on a Ether qui veut passer de l'un à l'autre, mais j'ai déjà vu également dans l'autre sens des crypto-monnaies passer de proof of stake vers proof of work, tout simplement parce qu'elles avaient justement besoin de cette grosse force de frappe apportée par le minage. Bref, encore une fois, wait and see, mais comme toujours, eh bien, je ne manquerai pas de vous tenir informé sur mes différents réseaux si jamais on devait avoir ce type de révolution, notamment avec la combinaison des deux méthodes de fonctionnement. Voici donc les amis qui terminent cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, notamment la partie sur la théorie. N'hésitez pas à liker, à partager. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, faites-vous plaisir, l'espace commentaire est fait pour ça, et je me fais toujours un plaisir à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous souhaite à tous un excellent minage. C'était M. TK. Ciao les cryptofans.